Et si on se disait qu'une politique climatique est en train de créer une opportunité financière, mais là où on s'y attend le moins, dans une industrie qu'on pensait un peu sur le déclin? C'est l'histoire assez surprenante de la tarification du carbone, une mesure qui est en train de tout changer, en commençant par un secteur aussi vieux que le monde, ou presque, l'acier. Tenez, début 2026, la grande banque d'investissement JP Morgan a sorti une note qui a fait du bruit. Leur prédiction, ils parient carrément sur une renaissance de l'acier européen. Alors là, on se pose la question, pourquoi un tel optimisme pour une industrie aussi traditionnelle? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, cette renaissance de l'acier, regardons ça d'un peu plus près. Et attention, ce n'est pas juste une vague prédiction pour le futur. Non, non, c'est déjà en train de se passer. L'analyse de JP Morgan montre que les actions des entreprises d'acier européennes ont déjà fait mieux que le reste du marché de près de 20%. Le train est donc déjà en marche. Donc forcément, la question qu'on se pose tous, c'est « mais d'où ça vient ? Qu'est-ce qui a bien pu changer aussi radicalement pour qu'on se remette à croire en l'acier européen ?» Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas dans les usines, mais à Bruxelles. C'est une histoire de politique climatique. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. En fait, c'est le combo de deux politiques super puissantes. D'un côté, l'Union européenne dit stop à l'acier étranger bon marché en limitant les importations. De l'autre, et c'est ça le plus important, elle met un prix sur la pollution carbone, non seulement pour ses propres industries, mais aussi pour les produits qui viennent de l'extérieur. Le résultat est simple, le prix du carbone en Europe est déjà élevé. Du coup, ça donne un avantage compétitif énorme aux producteurs d'ici qui sont, plus propres. Ok, donc pour bien comprendre, il faut qu'on zoome sur le mécanisme qui est derrière tout ça. L'idée, toute simple en apparence, c'est de donner un prix à la pollution. Alors, pour faire payer les pollueurs, il y a globalement deux grandes écoles. La première, c'est la taxe carbone. C'est super direct, le gouvernement décide qu'une tonne de CO2 émise coûte, disons, 100 €. Point. C'est clair, net, précis. La deuxième approche, c'est ce qu'on appelle le marché du carbone. Et là, c'est différent. Le gouvernement ne fixe pas le prix, il fixe la quantité de pollution autorisée au total. C'est le plafond à ne pas dépasser. Et c'est justement ce deuxième système, le marché, que l'Union européenne a choisi. L'idée, c'est de créer de la rareté. On limite le nombre total de permis de polluer. Du coup, les entreprises qui font des efforts et polluent moins se retrouvent avec des permis en trop. Et que font-elles? Elles les vendent à celles qui en ont encore besoin. Le truc, c'est que chaque année, le gouvernement réduit le nombre de permis disponibles, la pollution devient donc de plus en plus chère, et investir pour être plus propre devient de plus en plus rentable. Malin. Bon, mais attention, cette idée de mettre un prix sur le carbone, ce n'est pas juste un truc européen, loin de là. C'est en train de devenir un mouvement mondial. Allez, on regarde un peu la carte. Comme on le voit, l'Europe n'est absolument pas seule. Aujourd'hui, on dénombre 78 systèmes de ce type dans le monde, que ce soit des taxes ou des marchés, peu importe. Le fait est que toutes ces initiatives couvrent des pays qui pèsent pour 65% de l'économie mondiale. C'est énorme. On parle vraiment d'un changement de paradigme. Et si on regarde l'impact sur le climat, tous ces systèmes couvrent désormais plus d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est déjà pas mal, et surtout, ce chiffre ne fait qu'augmenter. Mais il y a un mais, et il est de taille. Parce que si on regarde ce qui est réellement payé, une fois qu'on a enlevé les permis gratuits, les exemptions, on se rend compte que seulement 6% des émissions mondiales sont vraiment concernées par un prix significatif. On a donc un fossé immense entre la théorie, ce qui est affiché, et la réalité économique. Cela dit, même avec cet écart, ces systèmes brassent des sommes colossales. Alors, la question suivante est, où va tout cet argent ? Juste pour l'année 2024, la tarification du carbone a rapporté 103 milliards de dollars au gouvernement du monde entier. Alors oui, c'est un tout petit peu moins que le record de 2023, mais ça reste une somme absolument gigantesque. Et que font les États avec ce pactole ? La plus grosse part, plus de la moitié, est réinvestie dans des projets verts. Le reste se partage entre des aides directes aux gens et aux entreprises, des baisses d'impôts ou tout simplement, ça va dans le budget général de l'État. Mais pour bien remettre les choses en perspective, il faut regarder un autre chiffre. La comparaison fait mal. En 2023, les revenus du carbone, c'était donc 106 milliards. Ok, sauf que la même année, les gouvernements du monde entier ont dépensé 572 milliards de dollars pour subventionner les énergies fossiles. C'est plus de 5 fois plus. C'est le grand écart, le paradoxe total des politiques climatiques actuelles. Et cette tension, ce grand écart, entre les beaux discours sur le climat et la réalité politique, ça peut mener à des situations compliquées. Pour ça, il faut aller voir ce qui s'est passé au Canada. C'est un cas d'école. L'histoire est la suivante, le gouvernement canadien met en place une taxe carbone, mais avec une idée qui semble géniale. 100% de l'argent collecté est immédiatement rendu aux citoyens sous forme de chèque. Sur le papier, c'est parfait, la plupart des gens y gagnent. Sauf que la mesure est devenue hyper impopulaire, au point d'être sur le point de disparaître. Alors comment on en est arrivé là ? La réponse est hallucinante.
Une enquête a montré que plus de la moitié des Canadiens qui recevaient le chèque de remboursement ne le savaient même pas. Ils voyaient bien la taxe quand ils payaient, mais ils ne faisaient pas le lien avec l'argent qu'ils recevaient en retour. C'est ce qu'on appelle un raté monumental en termes de communication. Et ça nous amène à la grande leçon de cette histoire canadienne, très bien résumée ici. Avoir une bonne idée, une politique bien ficelée sur le papier, ça ne suffit pas. Si on n'explique pas, si la communication n'est pas ultra claire et visible, même la meilleure politique du monde peut se faire balayer par l'opinion publique. Et tout ça nous ramène pile à notre point de départ, cette fameuse politique européenne qui est en train de secouer le marché de l'acier et qui pourrait bien au passage changer toutes les règles du jeu du commerce mondial. On y est, le fameux MACEF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Derrière ce nom un peu barbare, l'idée est toute simple. Si une usine en Europe paie pour le carbone qu'elle émet, alors une usine en Chine ou en Turquie qui veut vendre le même produit en Europe devra payer la même chose. L'objectif est double. Primo, éviter la concurrence déloyale pour nos industries. Et deuxio, empêcher ce qu'on appelle la fuite de carbone, c'est-à-dire que les usines déménagent juste là où on peut polluer gratuitement. Mais c'est là qu'il y a un petit coup de génie, stratégiquement parlant. Ce mécanisme pousse les autres pays à agir. En gros, ils ont le choix. Soit leurs entreprises payent une taxe à l'Europe, soit ils mettent en place leur propre prix du carbone chez eux, et dans ce cas, c'est eux qui récupèrent l'argent. C'est une façon très très maligne de forcer un peu la main et de généraliser le prix du carbone partout dans le monde. Et c'est ce qui nous amène à la question finale, celle qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que ce mécanisme est l'outil ultime pour faire bouger les choses au niveau mondial sur le climat, ou est-ce que c'est juste une nouvelle forme de protectionnisme, un protectionnisme vert qui risque de mettre le feu aux poudres et de déclencher une guerre commerciale? C'est un sacré pari, et l'avenir du commerce mondial et du climat pourrait bien dépendre de la réponse.